Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde des étudiants. Table ronde des étudiants, mais qu'on pourrait appeler également, comme l'a suggéré Marie, table ronde des jeunes chercheurs, mais vous comprendrez bientôt pourquoi, que nous avons choisi d'intituler « Peut-on créer sans hasard ?» Alors à Time World, vous avez vu, il y a 4 grands thèmes, hasard mesuré, hasard perçu, hasard du vivant et hasard dans l'art. Et on pense qu'à l'occasion de cette table ronde, c'est une bonne idée d'avoir une vision un peu plus transversale à travers donc cette question « Peut-on créer sans hasard ?» Et vous verrez, nous avons des jeunes chercheurs avec des profils très différents qui vont pouvoir s'interpeller, débattre et proposer leur vision du hasard et les confronter avec les autres visions du hasard qu'ils vont rencontrer aujourd'hui. Nous aurons d'abord une partie scientifique, voilà, peut-on créer sans hasard dans le domaine scientifique, et puis une partie plus artistique, même si bien sûr, donc, comme je l'ai dit, nous interagirons entre science et hasard. On aura pour chacune de ces deux parties 2 moments. Un premier moment où on vous propose, chacun d'entre vous proposera une présentation magistrale, on ne l'interrompra pas, sur son domaine de prédilection. Et puis, s'en suivra un moment de débat. On a prévu un peu les questions, mais pas les réponses, donc il devrait y avoir de la spontanéité. Je l'espère, peut-être même voilà, des invectives, je ne sais pas. On va voir où nous mène cette table ronde. En attendant, je vous propose de commencer par un petit tour de table, n'est-ce pas? Peut-être en commençant par Louise, tout au fond. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Louise Marc, je suis doctorante en physique médicale à Zurich, à l'hôpital de Zurich, et j'ai fait des études de physique, mais maintenant je travaille dans un domaine médical, et j'aimerais bien parler du hasard dans la médecine. Donc tout d'abord, le rôle du hasard dans la médecine. Donc est-ce qu'il motive la médecine à agir? Est-ce qu'il est une des causes pour laquelle la médecine développe des traitements, des médicaments, etc. Donc est-ce qu'il est catalyseur pour la médecine? Ou bien est-ce qu'il fait partie du développement médical? Donc est-ce qu'on a besoin de se servir du hasard pour développer des bons médicaments, vaccins et d'autres types de thérapies? Donc est-ce qu'il est composante indispensable? Ou bien est-ce qu'il est ennemi de la médecine? Donc est-ce qu'il annule tout produit qui sort du développement médical et peut renvoyer la médecine à la case départ? Bonjour, je m'appelle Héloïse Brésillon, je suis doctorante en recherche et création littéraire. Donc je suis là pour parler de la place du hasard dans la création littéraire, donc dans l'acte d'écrire. Voilà. Donc je parlerai de l'inspiration, de la figure du génie et de différentes formes tentatives littéraires de réinjecter du hasard dans une création qui souvent est très très préparée. Voilà. Et je suis à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis doctorante en philosophie des sciences à l'université de Paris. Et donc je fais une thèse sur la place qu'on accorde à l'espèce humaine par rapport aux autres espèces de primates. Et donc ce qui m'intéresse, c'est un peu les comparaisons qu'on peut faire entre les primates non humains et l'espèce humaine, et la manière dont l'étude des primates non humains influence les connaissances qu'on a de l'espèce humaine, et inversement, comment ce qu'on sait de l'espèce humaine influence notre manière d'étudier les primates. Manuel Goliac. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi j'ai soutenu une thèse récemment en musicologie, alors sur un thème assez original, puisqu'il s'agit de faire des liens entre des disciplines qui communiquent assez peu d'habitude. D'un côté l'analyse et la théorie musicale, en l'occurrence harmonique, de l'autre la perception, et de l'autre le traitement du signal. Et Valentin Bayard. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis doctorant en 2e année de mathématiques. Je travaille à l'université Paris-Saclay, à Orsay, ainsi que CEA. Moi je fais ma thèse en probabilité, donc les mathématiques du hasard. Je calcule ce genre de truc. Il y a eu d'ailleurs un chercheur de mon laboratoire qui a fait un exposé ce matin, Nicolas Curien, pour celles et ceux qui ont eu la chance de le voir. Bon, comme tout sujet en mathématiques, c'est assez difficile d'exposer concrètement sur quoi je travaille.
Je vais lâcher 2 mots, histoire que ce soit fait. C'est matrice aléatoire. Voilà, c'est fait. Je peux parler peut-être des personnes qui utiliseraient éventuellement mon travail. Ça peut parler. C'est-à-dire que une des applications de mon travail, par exemple, ce sera la physique théorique. Super application. En fait, j'ai la chance de travailler sur un sujet mathématique qui est à l'intersection de beaucoup d'autres champs, à la fois mathématiques et non mathématiques. Donc, par exemple, les matrices aléatoires sont connectées assez fortement à l'ingénierie des télécommunications, par exemple. Et ça a des connexions assez fortes avec un sujet récent qui va être l'apprentissage machine. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très très loin de ce que je fais. Mais mon travail irrigue éventuellement la connaissance, du coup, loin de moi, de ce genre de domaine. Ah, je précise, j'ai pas toujours fait des maths. Historiquement, mon cursus, je suis ingénieur avec une formation en physique. Et donc, avant de faire ma thèse de mathématiques, je travaillais dans un laboratoire de recherche qui faisait de la physique des plasmas. Donc, quelque chose qui est plus tourné sur physique expérimentale, sciences de l'ingénieur. Alors ne lâche pas trop vite ton micro, puisque nous allons passer aux présentations magistrales. Et je ne sais pas si on peut vraiment le justifier, mais on va aller peut-être du plus abstrait vers le plus concret, avec de grands guillemets. En tout cas, donc je vous propose d'entendre la présentation de Valentin sur la part du hasard, la place du hasard, dans, plus généralement peut-être que les matrices stochastiques, dans la recherche en mathématiques. Eh ben c'est parti. Alors moi, donc juste pour fixer les idées, moi je vais parler d'un hasard très simple. Je parle du hasard au sens phénoménologique du terme. C'est une quantité d'imprévision. Donc je ne vais pas parler de nature ontologique du hasard ou quoi que ce soit. Je vais parler du hasard simplement comme quelque chose qui est imprévu, donc un certain manque d'information, tout simplement. Et bon, vu que c'est mon sujet d'expertise ici, c'est parler éventuellement de la part du hasard dans la création mathématique, dans le cadre d'une activité de recherche. Pour ça, ça peut peut-être aider de cerner un petit peu mieux les enjeux à quoi ça ressemble en fait la création, l'activité de recherche mathématique. Parce que pour ne pas l'avoir été, voir de l'extérieur, en fait, on ne comprend pas ce que c'est la recherche en mathématiques. Enfin, je sais pas, moi, il y a 3 ans, j'avais aucune idée de ce que c'était. C'est des gens qui se parlent et qui lèvent les yeux au ciel, quoi. Du coup, la façon que j'ai de comprendre ça aujourd'hui, c'est de dire ça. Bon, les mathématiciens et mathématiciennes, ils prouvent des trucs, ok. En fait, l'intérêt, il n'est pas là. En fait, souvent, l'existence d'une preuve importe beaucoup moins que son contenu, que la manière qu'on a eu d'y arriver. En fait, il y a énormément de manières de prouver quelque chose. À un résultat donné, on sait le prouver de différentes manières. Et parmi toutes ces manières, l'intérêt en fait, de la recherche se trouve dans le fait de choisir la bonne. Choisir, c'est peut-être le mauvais terme, mais parmi tous les chemins exploratoires qui peuvent mener au résultat, en fait, à la fin, ce qui aura été très riche d'enseignement, c'est peut-être un de ces chemins parmi les autres, qui aura été peut-être plus élégant, qui aura été peut-être apporté le plus grande connexion avec d'autres objets mathématiques, mis de nouvelles approches en action. Ce qui fait que la recherche en mathématiques, c'est beaucoup moins le fait de prendre des résultats comme des blocs de Lego et de les assembler pour créer des choses nouvelles, qu'un faisceau d'intuitions mathématiques, d'approches, d'outils, d'heuristiques même, qui font converger dans certaines directions exploratoires. Et ce truc-là, parfois échoue, parfois converge jusqu'à un résultat. Et la création mathématique, c'est vraiment à comprendre voilà, sous cet enjeu de ce moment exploratoire où on est en train de chercher à faire des connexions entre différents domaines mathématiques, différents outils mathématiques, différents objets, pour qu'à la fin, on ait appris quelque chose. En fait, avoir prouvé le résultat apprend beaucoup moins que pourquoi ça a marché comme ça, pourquoi on l'a prouvé comme ça, et pourquoi toutes ces autres étapes n'ont pas marché, par exemple. Donc, comme c'est une activité qui fait des liens, alors vraiment dans le cadre des mathématiques, donc on fait des liens entre des objets assez abstraits, entre des résultats, entre des intuitions, c'est une activité, disons, de l'ordre de l'intelligence. Donc, intelligence a la définition de type psychologique, simplement de dire faire des liens pertinents en situation donnée. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que la créativité, du coup, se distingue pas tellement
de ce qu'on appellerait l'intelligence avec la définition que j'en viens de donner. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça se muscle en fait. L'intelligence, c'est quelque chose, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui s'apprend en fait, tout simplement, qui s'entraîne, qui s'exerce. En mathématiques, pour pouvoir faire ces liens avec des objets assez éloignés et faire de nouvelles connexions, on a besoin d'avoir, par exemple, un bagage théorique suffisant pour se donner d'un certain nombre de connaissances supplémentaires. Il faut des objets entre lesquels faire des connexions. Et il faut de l'exercice pour se former une certaine intuition de ces faisceaux d'intuition, de ces faisceaux de compréhension, de ces évidences qui vont faire que l'exploration va être plus pertinente et moins ouverte, exploratoire et fascinée, et plus centrée sur une production immédiatement plus pertinente à trouver des résultats qui font plus de sens plus vite. Tout ça, c'est des choses qui s'entraînent en fait. Donc c'est bête à dire, mais le premier truc que je dis sur cette créativité, qui du coup ne se distingue pas tant que ça de la production mathématique, c'est qu'en fait c'est du travail, ça s'exerce, ça s'entraîne à travers des années, à travers l'accumulation d'une expérience et d'un bagage théorique. Et jusque-là, il n'y a pas trop eu la présence du hasard, si ce n'est dans ce que sont les phénomènes de pensée, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans maintenant. Il y a un hasard qui m'intéresse beaucoup plus, en fait, dans la création mathématique, un hasard qui est extrêmement riche. C'est le moment où, en fait, il y a de la coopération, où il y a de l'interaction entre des chercheuses et des chercheurs. Donc, en maths, moi, dans ce que je fais, l'interaction typique, c'est on est deux devant un tableau noir avec une craie. C'est mieux, tableau noir, on adore. Et on va se répondre mutuellement. On va lancer une idée, se répondre, et chacun, avec son propre paysage de compréhension mathématique, va réagir à ce qui est proposé, et on construit quelque chose de commun à partir de deux paysages mathématiques différents. Et donc, à ce moment-là, il y a un hasard de fou, simplement au niveau humain, parce qu'en fait, on est en train de faire une interaction au niveau d'un lien de compréhension mathématique, et à cet endroit-là, en fait, toutes les personnes qui ont fait des mathématiques, je pense, vont vous dire la même chose, l'importance qui se joue vraiment au moment de la coopération, au moment de cette interaction. Et là, c'est vraiment un hasard à comprendre au sens d'un hasard recherché. C'est le moment où, en fait, on a une altérité qui arrive, on a une autre compréhension qui arrive avec d'autres objets, d'autres évidences. Et ça, c'est l'essence, je pense, de ce qui constitue la créativité en maths. Et c'est ce qui va nourrir l'expérience pendant les années de travail dont je parlais juste avant. Et le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, le moteur à tout ça, pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire des liens et à parler à d'autres gens, tout ça? C'est bête, mais c'est le plaisir en fait. Le moteur à tout ça, le moteur à la créativité qui fait qu'on passe des années, des dizaines d'années à faire ce genre de trucs, c'est le plaisir à faire des maths, le plaisir à se comprendre, le plaisir à comprendre les mathématiques. Et en fait, je conclus juste peut-être en ramenant au niveau d'une pratique concrète de ce que ça voudrait dire une créativité mathématique, la ramener au fait que c'est des humains qui travaillent hyper longtemps, qui coopèrent énormément, qui leur apportent énormément d'altérité et de richesse au moment de cette construction des alternatives de preuves dont je parlais. Le hasard des interactions, il vient jouer à ce moment-là, et qui adorent ce qu'ils font en fait. Merci beaucoup Valentin. On va passer à la médecine maintenant, donc avec Louise, qui se demande si le hasard en médecine est un catalyseur, une composante indispensable ou un ennemi. J'aimerais bien me rattraper un petit peu. Je ne me suis pas vraiment présentée avant. Ma recherche porte sur la radiothérapie, donc le traitement de cancer, et comment est-ce qu'on peut le rendre encore plus efficace et précis en combinaison les photons, c'est une technique de thérapie, et les protons, les particules chargées positivement, et les combiner et essayer de rendre les traitements encore mieux. Donc, merci pour l'introduction, Gauthier. Et j'aimerais bien revenir à cette question. Donc, premièrement, est-ce que la médecine a besoin du hasard pour avoir une motivation de développer? Donc, est-ce qu'il est catalyseur pour la médecine? Ou bien est-ce que la médecine se sert du hasard pendant son développement? Donc est-ce qu'elle est composante indispensable? Ou bien, une fois, quand on a un résultat qui sort d'un développement médical, est-ce que le hasard fait que le résultat ne sert plus à rien? Ou voilà, est-ce qu'il est ennemi pour la médecine? Et tout d'abord, j'aimerais bien présenter ce qu'est le hasard pour moi. Donc je pense que toutes les choses dont l'apparition est inexplicable, inconnue et dont
donc on ne connaît pas les causes, et ça échappe à toute logique et toute cohérence. Ils peuvent être résumés par le terme hasard. Et par ailleurs, je pense qu'il n'existe pas de prévision ultime du hasard. Et un des rôles les plus importants de la médecine, c'est de combattre des maladies avec des traitements appropriés. Donc j'aimerais bien parler de l'oncologie, comme c'est le domaine dans lequel je travaille. Les maladies dans l'oncologie sont résumées par le terme cancer. Et les causes, souvent, ne sont pas connues. Donc elles sont inexplicables, inconnues, très très complexes et soumises au hasard. Donc la médecine essaye d'agir et répond avec des traitements précis et efficaces, tout en essayant de maximiser les chances de survie et la qualité du patient. Et pour cela, elle se sert de modèles qui sont basés sur les données limitées et de patients différents, ce qui met en question la compatibilité de ces modèles-là pour les cas à traiter actuellement. Et ça, c'est une difficulté majeure dans le traitement médical. Et dans l'oncologie, il y a différents types de thérapies, la chimiothérapie, maintenant aussi tout doucement l'immunothérapie. Moi, je vais parler surtout de la radiothérapie, un des traitements les plus standards. Et dans la radiothérapie, on utilise des photons ou des particules qui irradient et ainsi détruisent la tumeur. Et sur leur trajectoire, ils émettent une énergie. Et cette trajectoire, elle est définie par des interactions accidentelles avec la matière du tissu humain. Et aussi pendant la thérapie, le patient il peut changer, l'anatomie peut changer et la tumeur aussi peut changer de localisation. Donc ce qui peut influencer gravement la qualité du traitement. Donc il est indispensable de penser à ces effets du hasard, de les incorporer dans le traitement, dans le développement du traitement et de les simuler. Par exemple, pour les photons ou les particules, on utilise des simulations probabilistes comme simulation Monte Carlo. Et une fois que le traitement a été développé et prêt à être appliqué pour les patients, il n'est pas à l'abri à d'autres formes de hasard, par exemple l'apparition, la disparition de maladies, comme on vient de le voir avec le coronavirus et ses mutations, et ça peut renvoyer la médecine à la case départ. Merci beaucoup, Louise. Eh bien, on va terminer cette première série de présentations avec Marie. L'évolution crée-t-elle sans hasard? Et je crois que tu vas nous parler d'une dénommée Mireille. C'est ça. Mais je vais laisser un peu de suspense et je ne vais pas vous dire tout de suite qui est Mireille. Je vais commencer par vous dire qu'une idée assez répandue voudrait qu'il n'y ait pas de hasard dans l'évolution. Et que, donc, selon cette conception, toutes les espèces actuelles seraient le fruit d'une optimisation maximale implémentée par les mécanismes de la sélection naturelle. Et donc, l'ensemble du vivant actuel serait si perfectionné et si complexe qu'on ne pourrait y voir le fruit du hasard. Donc, en somme, tout serait pour le mieux et surtout, tout serait le plus adapté possible dans le meilleur des mondes biologiques. Et donc si je reprends, c'est une vision en fait qui est finaliste, c'est une vision téléologique de l'évolution, et donc c'est l'idée selon laquelle l'évolution serait orientée vers un but. Et donc moi, en bonne philosophe des sciences, j'ai du mal à ne pas retrouver dans cette conception l'héritage de l'idée du grand horloger, que l'on appelle aussi preuve téléologique de Dieu, et qui supposerait que seule l'existence d'une intelligence rationnelle pourrait expliquer la complexité et la perfection du monde, et en particulier du monde vivant. Donc en fait, ce que j'appelle preuve téléologique de Dieu, c'est cet argument classique qui a été popularisé par un monsieur qui s'appelle le révérend William Paley dans un livre qui s'appelle Théologie naturelle en 1802. Et donc, ce monsieur expliquait que de la même manière que si l'on trouvait une montre sur une plage déserte, donc si on trouvait cette montre, on ne pourrait qu'en conclure l'existence d'un artisan intelligent à l'origine de sa création. On ne pourrait pas se dire que cette montre, elle s'est retrouvée là par hasard, parce qu'elle est trop parfaite et trop complexe. Elle ne peut pas avoir été
créés comme ça par des événements aléatoires. Et donc ce monsieur, il disait que de la même manière qu'on ferait ce raisonnement en trouvant cette montre sur une plage déserte, la complexité du vivant ne devrait que nous conduire à conclure en l'existence d'un Dieu. Et donc c'est le même argument que ce que les néo-créationnistes appellent aujourd'hui l'argument du dessin intelligent, intelligent design. Donc Charles Darwin a explicitement rejeté cet argument téléologique en proposant une autre explication à la complexité et à la diversité du vivant, l'évolution par la sélection naturelle. Donc aujourd'hui, vous le savez, et puis on a entendu beaucoup de conférences sur ce sujet, la sélection naturelle, elle est très largement acceptée. Néanmoins, l'idée que le hasard n'y joue pas de rôle ou n'a pas sa place dans ce phénomène subsiste. Et donc là, je parle d'un hasard qui s'opposerait en fait à la finalité dont j'ai parlé, à cette vision théologique du vivant selon laquelle le vivant serait orienté vers un but. Et donc, ce que je voudrais rappeler, c'est que le hasard, pourtant, est bien à l'œuvre à de multiples égards dans les mécanismes de l'évolution. Et donc là, c'est là qu'entre en jeu Mireille. Parce que bon, je vais pas... Il y a beaucoup de chercheurs qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi, qui ont expliqué ces mécanismes de la sélection naturelle et le rôle que jouait le hasard dans ces mécanismes. Et donc, moi, je vais le raconter un peu différemment en vous parlant de Mireille. Donc, Mireille, c'est une petite chauve-souris noire. Donc, j'en reviens au hasard. Donc, le premier facteur du hasard dans le vivant, celui auquel on pense en premier, il réside dans le phénomène de mutation génétique. Puisqu'en effet, l'existence de mutations naturelles aléatoires est une condition nécessaire pour la sélection naturelle. Donc, si je reprends mon exemple de Mireille, ça veut dire que Mireille, elle peut naître avec la pointe des oreilles blanches ou des poils plus longs que ses congénères. Et donc ces traits, ces nouveaux traits qui sont apparus à cause de mutations génétiques, ils peuvent être conservés ou non par la sélection naturelle. Mais en tout cas, ces mutations sont le fruit du hasard. C'est pas parce qu'il fait plus froid que Mireille va naître avec des poils plus longs. C'est l'inverse, c'est Mireille qui naît avec des poils plus longs, et si par hasard il fait froid, peut-être qu'elle va mieux survivre et mieux se reproduire que ses congénères. Et donc une seconde cause de hasard dans l'évolution, donc ça c'est assez classique, les mutations génétiques. Mais une seconde cause de hasard peut être retrouvée dans ce qu'on appelle la dérive génétique. Et donc ça, c'est une expression qui désigne justement l'évolution d'une population causée par des phénomènes aléatoires indépendants des mutations. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les erreurs d'échantillonnage. En fait, c'est quand la sélection naturelle ne marche pas ou marche mal. Donc imaginons que Mireille ait une mutation qui lui permette d'être plus rapide que ses congénères cette fois. Et donc cette mutation lui permet d'attraper plus d'insectes. Donc si l'évolution fonctionnait parfaitement, Mireille serait plus adaptée que ses comparses, elle se reproduirait plus et son gène se répandrait. Mais là, donc, je suis désolée, je pense que vous allez être un peu triste, mais imaginons que Mireille soit frappée par un éclair et qu'elle meure avant de se reproduire. Donc là, ça empêcherait ces gènes de se répandre dans la population, et donc là, un événement imprédictible et donc un peu hasardeux aura joué un rôle dans l'évolution. Et donc là, je pense que vous êtes un peu triste pour Mireille, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Je vais vous parler d'une troisième source de hasard qui peut être identifiée dans les comportements de migration qui, dans certains cas, peuvent aussi engendrer de l'imprévisible dans l'évolution. Donc là, je ressuscite Mireille et on imagine qu'elle soit porteuse d'un gène qui lui donne la pointe des oreilles blanches. Donc là, il se pourrait que Mireille et une autre chauve-souris mâle se déplacent et qu'ils se retrouvent bloqués dans la cale d'un bateau en partance pour une île où ne vivrait aucune chauve-souris de leur espèce. Donc là, Mireille et son compagnon, ils pourraient fonder une nouvelle population de chauves-souris à oreilles blanches, qui pourrait même, après de nombreuses années, devenir une nouvelle espèce. Et là encore, le hasard aurait été un facteur important de l'évolution. Là, dans ce cas-là, la pointe des oreilles blanches de Mireille, elle n'aurait pas été conservée dans les générations suivantes parce qu'elle serait adaptative. Il y a pas, là, ce serait pas ça, ce serait un pur hasard, quoi.
Et donc là, au terme de cette réflexion, moi j'aimerais poser une dernière question, puisque je vous ai dit que ce qui m'intéressait, c'était que je faisais une thèse en fait sur la... je ne l'ai pas dit comme ça, mais en fait, ce qui m'intéressait au départ dans ma thèse, c'était la frontière qu'on trace parfois entre l'homme et l'animal. Et là, moi, je me demande si le hasard que l'on retrouve dans l'évolution pourrait nous conduire à repenser la place de l'espèce humaine dans le vivant. Parce qu'en fait, dans le cadre de ma thèse, je m'évertue un peu à expliquer que je suis convaincue que les humains sont des animaux comme les autres. Et souvent, on me répond, c'est en particulier en covoiturage. Je ne sais pas pourquoi, dans les covoiturages, ça arrive tout le temps. En covoiturage, on me répond souvent oui, mais le langage, oui, mais la capacité à réfléchir à sa propre condition, oui, mais la conscience. Enfin, tout ça pour me dire qu'il y a un propre de l'homme. Et qu'on ne peut pas vraiment considérer que l'espèce humaine est une espèce animale comme les autres. Et dans ces discours, moi, je ressens souvent une réminiscence en fait, de la conception finaliste de l'évolution que je décrivais au départ, selon laquelle l'espèce humaine, par sa prétendue perfection ou par ses capacités supérieures, serait au sommet d'une histoire évolutive vue comme un progrès. Et donc, voilà, ce que j'aimerais proposer, c'est que peut-être si on pensait plus au rôle du hasard dans l'évolution, peut-être qu'on se dirait que ces traits que je viens de citer, donc le langage, la conscience, que je ne remets pas du tout en question, hein, mais peut-être que si on se disait que ces traits peuvent en partie être le fruit du hasard, de la même manière que les oreilles blanches des descendants de Mireille, peut-être qu'on penserait différemment la place de l'espèce humaine parmi le vivant. Merci beaucoup Marie. Marie qui vous a interpellé, public, directement. On ne va pas tout de suite vous donner la parole, mais rassurez-vous, on vous laissera le micro à la fin de cette table ronde. En attendant, donc, merci également à Valentin et Louise pour ces premières présentations sur le hasard dans la création dans des domaines scientifiques. Alors pour lancer la discussion, j'ai une petite surprise et je dois dire, Valentin, qu'après avoir entendu ta présentation, je suis encore plus content de ma petite surprise, parce qu'il y a vraiment un mathématicien, à mon avis, qui résonne avec ton discours, c'est Alexandre Grothendieck. Donc là, j'ai ici un extrait, hein. En fait, ça fait 1000 pages, hein, donc je n'ai pas tout imprimé, de Récolte et Semaille. Ceux qui connaissent Grothendieck connaissent évidemment Récolte et Semaille. Donc Grothendieck, c'est probablement, je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, voire peut-être de tous les temps. Un personnage que je vous invite à découvrir, tout à fait étonnant. Et en fait, Récolte et Semaille, le titre est dans le bon sens, hein, je précise, est une sorte de rétrospective immense qu'il a écrite sur sa vie et son œuvre. Et Grothendieck, notamment, avait à cœur, comme tu l'as souligné toi-même, de créer des liens entre différents objets des mathématiques, entre différents domaines des mathématiques. Et donc, je voudrais lire un petit extrait de Récolte et Semaille et te poser une question après. Si j'ai excellé dans l'art du mathématicien... Oui, alors il croit en lui. Hein. Si j'ai excellé dans l'art du mathématicien, c'est moins par l'habileté et la persévérance à résoudre des problèmes légués par mes devanciers que par cette propension naturelle en moi qui me pousse à voir des questions visiblement cruciales que personne n'avait vues ou à dégager les bonnes notions qui manquaient. C'est un peu ce que tu disais par rapport au fait que ce n'est pas la preuve qui importe tant que le choix de la preuve et le fait de créer des liens, sans que personne souvent ne s'en soit rendu compte avant que la notion nouvelle apparaît. Donc, trouver les bons énoncés auxquels personne n'a songé. Et un peu plus loin, mais plus encore que la découverte de questions, de notions et d'énoncés nouveaux, c'est vers celle de points de vue féconds, très important, en gras, me conduisant constamment à introduire et à développer peu ou prou des thèmes entièrement nouveaux que me porte mon génie particulier. C'est là, bon, génie particulier quand même. C'est là, il me semble, que j'ai apporté de plus essentiel à la mathématique de mon temps. À vrai dire, ces innombrables questions, notions, énoncés dont je viens de parler ne prennent pour moi un sens qu'à la lumière d'un tel point de vue. Vu pour mieux dire, ils en naissent spontanément avec la force de l'évidence. À la même façon qu'une lumière, même diffuse, qui surgit dans la nuit noire, semble faire naître du néant ses contours plus ou moins flous ou nets qu'elle nous révèle soudain.
Donc il y a une idée de révélation là. Sans cette lumière qui les unit dans un faisceau commun, les 10 ou 100 ou 1000 questions, notions, énoncés apparaîtraient comme un monceau hétéroclite et amorphe de gadgets mentaux, isolés les uns des autres, et non comme les parties d'un tout qui, pour rester peut-être invisible, se dérobant encore dans les replis de la nuit, n'en est pas moins clairement pressenti. C'est beau comme texte, non, quand même. J'étais content de relire ça hier soir, je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas t'interroger là-dessus. La question que je voulais te poser, c'est que cette découverte de nouvelles notions en mathématiques, tu vois, il termine sur le mot pressenti, l'idée de pressentiment qu'on a déjà eu dans la conférence de Francis Rocard. Est-ce que le hasard dans la découverte est complètement fortuit, c'est un peu un pléonasme ce que je dis, ou est-ce que quand même c'est un hasard qui dépend d'un pressentiment, qui dépend d'une vision? Alexandre Grothendieck, il faut dire que c'est quand même un sacré personnage. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins fait 14 thèses en une quand il l'a passé, et après ça a été un des plus grands bouleverseurs du champ mathématique. Notamment par ce qui se traduit dans cet extrait-là, où pour lui c'était fondamental de pouvoir revenir à l'invention d'un nouveau cadre qui permette d'unifier des résultats qui, sinon, paraîtraient, comme il le cite, autant de gadgets mentaux disparates. Il a notamment, alors je connais mal ses travaux, mais c'est lui qui a travaillé énormément sur les catégories et qui lui ont permis d'aller prouver des résultats très puissants avec ce nouvel objet qu'il venait d'introduire et qui permettait par là même d'unifier différents champs, une sorte d'objet un peu plus fondamental que les autres pour aller venir en décrire d'autres. Pourquoi lui c'était un personnage? Parce que là je pense qu'on parle de quelqu'un qui est tellement investi dans le champ de ce qu'il travaille qu'en fait on arrive à un degré de pensée de la mathématique qui se confond avec l'intuition. Et ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait que quand on se construit une certaine intelligence du domaine dans lequel on travaille, et que ça vient avec le temps, avec l'expérience, et parce que le plaisir nous y pousse, en fait, au bout d'un moment, faut comprendre que quand on fait des maths, on raisonne vraiment avec ce que j'appelais tout à l'heure cette espèce de faisceau d'évidence, où en fait la pensée, l'argumentation rationnelle et l'intuition se confondent un peu dans une espèce de même mouvement de pensée, au point que, pour lui, qui était, je pense, quelqu'un d'assez unique en son genre et dans sa manière de penser, la compréhension, il avait une compréhension intuitive, presque corporelle, fine des résultats et des conséquences mathématiques de ce qui se passe, des différentes approches, qui se synthétisent dans sa manière de penser, au point qu'il peut raisonner par ces espèces d'intuitions, d'apparitions, de fulgurances, de lumière dans la nuit, de questions que personne d'autre ne voit. Donc il faut comprendre que là, si on lit ce texte, on pourrait se dire ce type était un génie. Moi, je viens aussi, en quelque sorte, un peu désamorcer ça pour se rendre compte que ce qui lui arrive là, c'est le résultat d'un investissement énorme dans le champ de son expertise pendant des années, et qu'il en arrive à ce phénomène de pensée qui fait que, pour lui, l'exploratoire en mathématiques, la construction de preuves, le fait de se poser des questions, se confond exactement avec l'intuition, parce qu'en fait, les mathématiques prennent la forme de sa pensée, les pensées prennent la forme des mathématiques, et les choses deviennent beaucoup plus floues et confondues à ce point-là. Donc, faut comprendre ça comme une espèce de point à part. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut atteindre au terme d'énormément de plaisir et d'investissement dans ce qu'on fait. Après, il a une histoire particulière, Grothendieck. D'ailleurs, petite anecdote, années 70, c'est un des fondateurs du groupe Survivre et Vivre, qui est un groupe pionnier en France de penseurs de l'écologie radicale. Et années 70, c'est le rapport Meadows. Donc c'est le moment où on commence vraiment à parler de la crise écologique qu'on connaît maintenant, donc il y a 50 ans. Et il faisait partie des pionniers, en fait, de la question écologique, Grothendieck. Mais je pense que j'en reparlerai sur d'autres aspects plus tard. Mais du coup, tu parlais du hasard. Là, je pense qu'effectivement, dans un sens, il n'y a pas de hasard, mais il y a cette espèce de truc inaccessible que après un énorme temps dévoué à une activité, on commence à penser d'une nouvelle façon très organique, au point qu'on peut avoir ce genre de révélation, quoi. Alors justement, pour continuer sur la question du hasard qui nous préoccupe,
Est-ce que le hasard, alors on parlait de la création en mathématiques, mais j'invite donc les autres personnes à réagir. Est-ce qu'on peut vraiment faire des découvertes par hasard, un hasard pur? On a parlé un petit peu aussi pendant le congrès de sérendipité. Ou est-ce qu'il y a toujours, là je parlais de vision dans le cas des mathématiques, mais est-ce qu'il y a toujours un pressentiment ou quelque chose qui fait que rien n'est jamais laissé au hasard? Qu'est-ce que vous en pensez? Manuel. Bon, alors en effet, comme tu dis, Gauthier, il y a le hasard comme accident qui va permettre de découvrir de nouvelles techniques, par exemple en art, mais en mathématiques aussi, je pense, l'accident peut avoir une place importante. Mais ce que tu nous as présenté, Valentin, ça établit le hasard un petit peu comme l'achèvement ultime, finalement. Il faut travailler, il faut donner tout son investissement et toute sa sueur pour arriver à une liberté, un petit peu de point de vue qui permet, qui nous rend poreux au hasard, en quelque sorte. Et ça, en musique, ça fait écho, bien sûr, notamment quand on pense à l'improvisation. Donc l'improvisation, a priori, c'est voilà, le pianiste est devant son piano, il ne sait pas ce qu'il va jouer, mais il joue. Donc ce n'est pas déterminé à l'avance, mais pour bien improviser, il ne faut pas faire des notes au hasard, absolument pas. Il y a tout un travail d'assimilation, d'automatisme, du langage, et tout ce travail vise en fait à avoir la liberté d'explorer, la liberté d'une exploration qui peut donner l'illusion du hasard et qui en quelque sorte donne toute la place au hasard, voilà, dans ce sens-là. Mais j'ai envie de te demander, est-ce que c'est suffisant? Parce que justement, Grothendieck parle beaucoup dans ce texte de ses collègues qu'il considère comme d'éminents mathématiciens, donc des gens qui ont énormément travaillé dans leur vie et qui pour autant ne sont pas des mathématiciens de génie comme lui se revendique et qui ne sont pas véritablement des créateurs. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus du travail, peut-être une forme de génie, d'inspiration, d'intuition, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi mon micro s'éteint tout seul. Voilà, quelque chose en plus du travail qu'on ne peut justement pas travailler, quelque chose qui serait un peu inné. Je peux citer Brel qui disait que le génie, c'est 99% de sueur et 1% d'autre chose. Alors je pense qu'en effet, bon, ce qui importe, c'est de travailler de la bonne manière, bien sûr. On peut travailler des heures et des heures sans aboutir à un résultat satisfaisant, que ce soit pour soi ou pour les autres. Alors après, est-ce que même un travail bien dirigé fait tout? Probablement pas. Donc ça, je vais peut-être laisser aux autres voir ce que pensent les autres de ça. Le génie, je pense que c'est quelque chose de toute façon qui est irréductible, qui peut-être existe ou n'existe pas, mais disons, ça ne sert pas à grand-chose de parler du génie en lui-même. Il vaut mieux parler de ce qu'on peut saisir, voilà, donc ce qu'on peut comprendre de la démarche de l'artiste. Et l'artiste, il ne vise pas à devenir un génie. Ce serait voué à l'échec dès le départ. Voilà. Ah justement, Héloïse, je ne veux pas trop empiéter sur ta présentation. Je ne veux pas trop empiéter sur ta présentation juste après, mais quand même, donc, est-ce qu'il y a quelque chose en plus chez les écrivains dont on dit qu'ils ont du génie? Je pense pas du tout. Je ne crois pas du tout à cette notion de génie ou de talent qui soit inné pour l'écriture. C'est comme disait Manuel, c'est avant tout énormément de travail. Et en plus, la figure du génie chez les écrivains, elle est vraiment tenace. On croit vraiment que l'écrivain, c'est quelqu'un qui attend comme ça la grâce de l'inspiration sur son canapé, alors qu'en fait, tous les matins, il se lève, il se met devant son ordi, il prend un café, il essaye de travailler, il essaye d'écrire. Et le fait de bien écrire, le beau style, c'est une recherche, c'est absolument pas du hasard. Il y a pas commencez à écrire, vous verrez, vous serez nul comme tout le monde, et puis on finit par travailler, et tellement on travaille
qu'on trouve des agencements de mots, de sonorités qui deviennent intéressants, mais c'est de la recherche, c'est exactement ce que disait Valentin, en fait, aussi. Et voilà, c'est tout. Et tu auras l'occasion très bientôt de nous en reparler. Louise, peut-être, je sais que je crois que tu as l'occasion de faire beaucoup de simulations dans ton travail. Est-ce que tu pourrais nous parler du hasard dans le cadre des simulations? Tu crées des simulations. Je change de sujet, mais je pense que c'est intéressant. Comment le hasard intervient dans cette recherche-là, dans le cadre de la médecine notamment? D'accord. Alors, tout d'abord, par exemple, les simulations dont j'avais parlé pour simuler les particules qui traversent les tissus humains, je n'ai pas écrit ces simulations. C'est des simulations Monte Carlo qui sont très complexes, donc qui essayent d'imiter cette trajectoire où la particule, elle tombe par hasard sur une atome, du coup elle dévie, et voilà, ainsi de suite. Donc ça j'écris pas. Je m'en sers et je sais plus ou moins comment ça fonctionne, mais voilà, ça essaie d'imiter ce type de trajectoire. Et sinon, les autres types de simulations, ça oui, en médecine, on essaie de plus en plus de simuler au mieux, par exemple le mouvement de la tumeur. On regarde les données, quels mouvements sont les plus probables, donc on regarde les statistiques et on essaye de dire aux chercheurs qui développent, on sait que la tumeur en moyenne elle se déplace par exemple de 2 cm en 2 semaines, et comme une thérapie de radiothérapie ça dure souvent 4 à 6 semaines, il faudra peut-être prendre ça en compte. Donc ça oui, c'est toujours en travail. Comment est-ce qu'on peut simuler encore mieux pour approximer au mieux l'effet réel de la thérapie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y a encore Marie qui n'a pas parlé sur cette discussion. Alors, je sais que vous êtes très impatient d'entendre les présentations d'Héloïse et Emmanuel. Mais juste avant, Marie, que vous avez donc pu voir dans ces synthèses de Time World depuis jeudi matin, tu as assisté donc à de nombreuses conférences ici dans le domaine de la biologie. Tu en as synthétisé une bonne partie. Qu'est-ce que tu retiens finalement de tout ce que tu as pu voir, de tout ce que tu as pu synthétiser? Est-ce que le hasard est présent dans le vivant ou non par rapport aux conférences que tu as pu voir? Tu peux prendre 10 secondes. Hein. Non, mais c'est plutôt une impression que je demande, c'est pas une dissertation, hein, c'est vraiment qu'est-ce que ces exposés qu'est-ce que tu vas en retenir en fait, tout simplement? Pas grand-chose, en fait, j'ai déjà tout oublié. Non, c'est une blague. Non, oui, de toute façon, je l'ai dit aussi, je l'ai dit là dans la présentation que je viens de faire. Oui, je pense qu'on peut en retenir que le hasard est présent dans le vivant, en tout cas qu'une forme de hasard est présente dans les mécanismes de l'évolution. Après, ça dépend ce qu'on entend par hasard. Moi, j'ai parlé, je pense que le hasard que je décrivais, c'était un hasard qu'on pourrait définir comme ce qui s'oppose à la finalité. Après, ça a aussi un lien avec le hasard qui s'oppose au déterminisme. Après, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une autre forme de hasard que j'ai pu rencontrer plutôt dans les conférences des physiciens, un hasard plus pur en quelque sorte. Parfois, les physiciens parlent de stochasticité pure. En tout cas, moi, j'ai pas tout compris, mais en tout cas, j'ai compris que c'était différent et que c'était pas c'était pas du tout la même chose que ce que les biologistes décrivaient en général. Bon, voilà. En tout cas, oui, on peut trouver du hasard dans le vivant. Ça dépend comment on le définit. Et voilà.
Voilà, c'est un message pour aller voir toutes les conférences de Time World en ligne, pour ceux qui n'étaient pas là, sur la chaîne Ideas in Science. Eh bien, on va passer donc à la partie plus artistique, mais on reviendra sur la science. Hein. Le but, c'est de rester dans cette transversalité qui a été annoncée. Et donc, Héloïse, je te propose donc de développer cette question de la création littéraire et de la façon dont le hasard intervient ou non dans l'écriture. Donc la question que je vais poser, c'est de savoir s'il existe en fait un endroit de la création littéraire qui échapperait à la volonté de l'auteur ou de l'autrice. Et donc je me placerai évidemment toujours du côté du créateur. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de hasard du côté de la réception de l'œuvre quand on lit un livre, enfin, dans le sens où l'œuvre, si elle est bien faite, est toujours, la réception sera toujours hasardeuse dans le sens où elle sera surprenante, et qu'elle suscitera quelque chose de nouveau, d'imprévisible chez un lecteur ou une lectrice, mais la formule est poétique, mais je ne crois pas que ce soit véritablement une forme de hasard. Donc je me placerai du côté de l'auteur, et donc je définirai le hasard en création littéraire comme quelque chose d'aléatoire. Une partie de la création littéraire qui ne serait pas intentionnelle, en fait, que le créateur n'aurait pas prévu, anticipé, réfléchi au préalable, et qui arriverait de manière inattendue, incontrôlable, un peu dans le processus de création. Donc voilà, donc tout à l'heure on a parlé de cette idée de génie ou de talent inné. Et cette croyance, en fait, elle encourage énormément la croyance à une forme de hasard, en fait, dans la création artistique, dans le sens où non seulement la capacité à faire du grand art, comme du coup de faire des mathématiques de très haut niveau, c'est la même chose apparemment, ce serait le fruit d'un don aléatoire que l'on possède ou que l'on ne possède pas. Mais en plus de ça, les artistes seraient soumis à la volonté d'une force extérieure complètement imprévisible, ce qu'on appelle l'inspiration, et auquel je ne crois pas du tout, comme vous avez pu le comprendre. Donc, une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que s'il y a une forme de hasard dans le fait d'être un grand écrivain ou une grande écrivaine, je pense que c'est avant tout une prédisposition sociale, parce que pour affiner un style, généralement, il faut avoir une culture en fait qui est littéraire bourgeoise. Donc, il y a une forme de hasard dans la prédisposition sociale à, oui ou non, avoir accès à ce type de culture et pouvoir lire énormément et donc s'enrichir soi-même pour ensuite le retransformer dans son propre travail de création. Donc moi, là, je vais vous expliquer déjà d'où je parle, parce que je parle d'une discipline qui est très récente. Je suis doctorante du coup en recherche-création. Ça existe depuis moins d'une dizaine d'années. Je pense que la première thèse de recherche-création en littérature en France, elle a été soutenue il y a à peine 2 ans. Et en fait, c'est pour ça que je suis très fâchée avec la figure du génie, parce que c'est aussi énormément à cause de cette figure du génie qu'on ne pouvait pas apprendre en fait à écrire en études supérieures. C'est un peu un des seuls domaines artistiques. On a toujours, enfin, ça fait très longtemps qu'on a les beaux-arts, qu'on a des écoles de musique, le conservatoire, mais l'écriture, c'est voilà, t'es tout seul dans ton coin et puis tu te débrouilles. Donc actuellement, on commence à avoir des masters et des ateliers d'écriture qui arrivent en licence de lettres même. Voilà, donc je parle de cet endroit-là. Donc en fait, la création, pour moi, c'est le terrain d'expérimentation empirique de ma recherche en littérature. Donc c'est l'endroit qui me permet de vérifier mes hypothèses. Donc c'est très expérimental et c'est un domaine où l'un influence l'autre, que ce soit dans la forme, parce que par exemple on peut se détacher énormément des carcans académiques en ayant même une forme de créativité dans l'écriture théorique, mais aussi dans le fond, puisque la création vient influencer les résultats des recherches théoriques. Donc en fait, moi, c'est un constat, c'est qu'après des années de pratique, je ne crois pas qu'il y ait de hasard dans le processus de création. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Dans une œuvre de fiction, il faut préparer des personnages. Moi, je fais de la science-fiction. Et du coup, il faut créer un univers de A à Z. Il faut établir des règles, créer des continents, dresser des cartes, inventer des néologismes, faire des recherches d'approfondissement sur son sujet, établir une trame narrative, travailler des scènes. Enfin,
c'est vraiment là-dedans, il y a vraiment très peu de place au hasard en fait. Quand on se lance dans l'écriture d'un roman, l'écriture coule pas en fait. C'est quelque chose qui nécessite énormément de préparation avant pour être sûr qu'une scène va fonctionner. On la travaille. Enfin voilà. Et je suis aussi poétesse et c'est la même chose pour le poème. Donc en fait, le poème, c'est un travail quasiment artisanal de la rime. En fait, on vient sculpter le langage pour faire passer une émotion, une sensation. Chaque mot est placé pour provoquer tel ou tel effet. Enfin, vraiment, les choses ont une place et le créateur sait pourquoi. Il est pas, le poème, c'est pareil, ne coule pas tout seul on n'est pas transcendé par l'inspiration poétique. Donc tout ça, en fait, c'est très conscient, très contrôlé, très maîtrisé. Donc j'en arrive à un point où, en fait, je pense qu'il n'y a aucun hasard dans le processus créatif, sauf à une unique condition, c'est si on le laisse entrer intentionnellement. Et à ce moment-là, ça devient une quête artistique de chercher à faire rentrer le hasard. C'est tellement quelque chose de construit qu'on essaye de réinjecter du hasard là-dedans. Donc il y a des gens qui ont fait ça, il y a les surréalistes notamment, c'était un peu leur fer de lance. Par exemple, ils utilisaient l'écriture automatique, donc je rappelle quand même brièvement ce que c'est pour vous le remettre en mémoire. Donc c'est une manière d'écrire en fait où on tâche de ne pas laisser interférer sa conscience et sa raison dans le processus d'écriture. Donc on écrit le plus vite possible, sans penser, presque sans y penser, enfin même si c'est très difficile, que c'est souvent des échecs. On laisse vraiment les mots couler, à tel point qu'il y a certains artistes qui ont carrément essayé de se débarrasser de la grammaire et qui posaient des mots au hasard, et du coup ça n'a plus de sens. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne sais pas. Ensuite, il y a aussi les cadavres exquis, qui sont des formes où on cherche à faire rentrer le hasard. Donc, c'est des dispositifs d'écriture collaborative, en fait, qui constituent à continuer le texte ou la phrase de quelqu'un d'autre sans connaître ce qu'il a écrit au préalable. Donc là, il y a une forme de hasard dans la façon dont on accole les syntagmes ou les bouts de texte de manière aléatoire pour créer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues, mais je vais vous parler aussi de l'impro poétique. Donc tout à l'heure, Manuel a parlé de l'improvisation en musique. Moi, du coup, je vais en parler en poésie, puisqu'il y a toute une discipline de la poésie qui consiste à venir sur scène et sans savoir ce qu'on va dire et se lancer, si on veut, sans filet. Donc on n'a pas connaissance de ce qu'on va dire. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on peut parler éventuellement de quelque chose d'aléatoire, même si c'est la même chose qu'en musique. En fait, il faut être poète vraiment expérimenté pour pouvoir se lancer dans une improvisation. Enfin, ça se repose sur tout un tas de techniques. Donc, par exemple, on va se référer sur quelque chose dans le public. Par exemple, il y a un monsieur avec un t-shirt jaune. Je vais faire une rime sur le fait qu'il y a un monsieur avec un t-shirt jaune, et donc du coup, ça crée une illusion de hasard. Mais il y a quand même une petite part de hasard dans le sens où le public devient la part de hasard dans ce type de création. Et sinon, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la proposition de Valentin, c'est qu'en fait, ça résonne énormément avec mon propre travail. C'est que un endroit où le hasard, je crois, rentre véritablement, c'est dans la co-création et dans la performance, par exemple, où deux personnes montent sur scène pour créer quelque chose ensemble. Donc, il y a vraiment une rencontre. Donc, par exemple, moi, je fais des performances accompagnées de musiciens. Donc j'écris mon texte de manière linéaire. J'ai un poème qui va d'un point A à un point B. Et par exemple, j'ai fait une performance avec une personne qui joue du synthé. Et c'est un type de synthé où on ne peut pas enregistrer. En fait, c'est un synthé des années 70 où à chaque fois qu'elle va utiliser son instrument, elle va jamais produire deux fois le même son, deux fois la même chose. Et donc quand on monte sur scène, on peut pas se préparer. Et donc là, moi, je vais venir travailler les mots, travailler le texte, faire des itérations, des répétitions, des boucles, en jouant sur les vers. Donc il y a une forme de hasard là-dedans, et juste dans la manière dont on se rencontre toutes les deux sur scène. La performance, on peut pas prédire à quoi elle ressemblera. Après, on arrive avec quand même des éléments qui sont un peu cadrés. Je vais extrapoler un peu, mais c'est cette même idée. Il y a des poètes aussi qui ont beaucoup travaillé sur le bégaiement, comme Gerasim Luka. Et donc là, ils vont faire des performances aussi à l'oral où ils vont utiliser un mot et trébucher dessus jusqu'à créer peut-être un nouveau son, un nouvel espace dans la langue. Donc là, il y a aussi peut-être une forme de hasard là-dedans. Voilà, mais en fait, tout ça, pour moi, ça a une limite fondamentale.
a le fait de qualifier de hasard, c'est que c'est assez artificiel dans le sens où c'est prévu, c'est quand même, on cherche à faire interagir le hasard avec la création. Et donc pour ça, je vais faire un petit détour par le mouvement de l'Oulipo. Je ne sais pas si vous connaissez bien le mouvement de l'Oulipo, mais ils sont très connus pour leurs exercices d'écriture à contrainte. Par exemple, il y a une contrainte qui s'appelle le filigrane. Il l'explique comme ça. Dans un dictionnaire de référence, sélectionnez un certain nombre de locutions contenant un mot donné, effacer le mot dans chaque locution, construire un court poème avec ce qui reste. Et aussi une forme très connue de l'Oulipo, c'est le lipogramme, donc c'est-à-dire d'enlever une lettre, par exemple la disparition de Pérec qui a été écrit sans E. Et donc eux, carrément, ils se définissent comme l'anti-hasard. Il y a Claude Berne, qui est un membre, qui a dit que l'Oulipo, c'était l'anti-hasard. Et ça paraît un tout petit peu contradictoire, si on veut, parce que il y a quand même une part concrète d'aléatoire, par exemple, dans le filigrane que j'ai présenté. Déjà, le choix du mot, ne serait-ce que le choix du mot dans le dictionnaire est complètement soumis au hasard. On va ouvrir le dictionnaire et on ne sait pas quel mot on va choisir. Et du coup, on va se retrouver avec une matière à disposition pour créer qui sera hasardeuse. Mais c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le propos des Oulipiens, c'est que leur idée, c'est pas de parler de hasard dans la création littéraire, c'est de parler d'une littérature potentielle, c'est-à-dire qu'ils mettent en place sciemment des dispositifs dont le résultat est incertain, mais c'est pas aléatoire, parce qu'à partir du moment où on l'a prévu, ça ne peut pas être aléatoire. Et toutes les expériences que je vous ai présentées jusque-là, elles fonctionnent de cette manière. Voilà. Donc, moi, je pose la question, c'est là-dessus que je finirai, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de complètement antinomique avec la notion de hasard et d'aléatoire dans le fait de le prévoir? Voilà. Merci beaucoup. Manuel, c'est à toi. Tu vas nous parler de la désirabilité ou non du hasard en musique, dans la création musicale. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par définir le hasard en musique. Bon, on peut adopter plusieurs approches. Pour moi, le hasard en musique, c'est une indétermination dans le temps musical. Donc, c'est l'aspect imprévisible du déroulé musical. Alors, le temps musical est multiple. Ça peut être le temps de l'écoute. Dans le cas de musique notée, ça peut être le temps de la composition ou encore le temps de l'interprétation. Donc, commençons par le temps de l'écoute. Donc la musique crée un ensemble d'attentes, d'anticipation, de tensions, et ces attentes peuvent être satisfaites ou au contraire frustrées. Et alors une musique qui satisferait toutes les attentes serait en fait ennuyeuse, voilà, parce qu'il y a cette idée que le choc émotionnel et l'intensité de l'émotion, ou en tout cas de cette dimension sensible, est proportionnel au degré d'imprévisibilité. Voilà, il y a un petit peu cette idée qui était déjà présente dans certaines conférences de Time World. Donc c'est pourquoi la musique, le musicien, va rechercher l'inattendu, la surprise, l'imprévisible. Il y a vraiment une recherche de l'inouï, voilà, en musique. Alors dans la musique tonale, la cohérence harmonique, mélodique et rythmique restreint l'horizon des possibles. Donc la surprise, la création de la surprise, ce n'est absolument pas faire n'importe quoi après une cadence, par exemple. Non. Il y a des règles, donc ça peut être des emprunts, des modulations, donc on peut changer de tonalité, ça va créer un sentiment, on va se dire « Ah, une surprise, je ne m'attendais pas à ça et ça me plaît », par exemple. Alors, dans la musique sérielle, justement, rompt avec cette restriction. La musique sérielle, donc Schoenberg, par exemple, elle déconstruit les hiérarchies tonales, et prône le rejet de toute causalité, et par là de toute attente également. Donc, pour vous rappeler un petit peu, vous apprendre ce qu'est la musique sérielle, donc on a une série de notes, typiquement de 12 notes différentes, et on va essayer de répéter cette série, mais en changeant l'ordre de notes, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de répétition, en fait. Donc c'est le rejet de toute répétition, de tout motif qui puisse cognitivement prendre une importance
plus importante que les autres. Donc par ce rejet de toute causalité, la musique sérielle, en quelque sorte, crée le hasard en forçant le hasard. Donc force le hasard d'une manière qui peut paraître finalement un petit peu artificielle, puisqu'elle impose des règles très strictes. Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi avec cette série, parce que si on fait n'importe quoi, il y aura des répétitions et on sera bien embêté. Donc le hasard, au sens donc strictement sériel, est finalement une négation de l'inouï, parce que s'il n'y a pas d'attente, il n'y a plus de surprise. Bon, ça n'enlève en rien la qualité esthétique de cette musique, qui peut être ailleurs. Là, je ne fais là absolument pas une critique de ce langage. Mais il faut bien comprendre voilà, que quand on empêche toute attente, on empêche toute surprise. Voilà. Donc la musique sérielle fixe en quelque sorte des nouveaux carcans. Alors Schnittke, c'est un compositeur russe, Alfred Schnittke, de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors dans les années 60, 70, il cherche à renouer avec l'inouï. Donc il quitte la musique, l'écriture sérielle, pour adopter une écriture pluristylistique, dans laquelle il fait une sorte de mélange et de synthèse de styles musicaux comme la musique populaire, le tango, la valse, la musique baroque, la musique d'église, la guitare électrique avec le rock. Et en fait, il va créer l'inouï, il va créer la surprise en faisant sortir du système. Voilà. Et donc il y a vraiment cette confrontation des systèmes qu'il crée des systèmes ou des langages, si vous voulez, des langages musicaux, qui créent cette petite étincelle de surprise. Alors bon, pour l'instant, je parle ici donc de l'indétermination et dans l'écoute. Donc cette indétermination dans l'écoute, ça peut être une absence d'anticipation, comme c'est le cas dans la musique sérielle. Ça peut être également une frustration de l'anticipation, comme c'est le cas chez Schnittke. Voilà, c'est cette frustration qui crée quelque chose. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'indétermination dans l'acte compositionnel, alors bon, on peut citer Cage et tout le courant de la musique aléatoire, qui est très important dans la deuxième moitié ou même pas que, voilà, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors Cage laisse toute la place au hasard comme intention créatrice. Donc, par exemple, dans Music of Change, c'est une œuvre composée à partir de lancers de dés, pas de lancers de dés, mais du I Ching, donc de lancers de dés à partir d'un livre, du livre du I Ching, donc le livre des mutations. Donc, c'est-à-dire, il fait des tirages comme ça au hasard, et à partir de ces tirages, il compose sa partition par un jeu de correspondance fixé à l'avance. Il compose sa partition. Donc ici, donc la composition fait appel au hasard, mais par la clarté de la notation qui est très précise, il n'y a pas du tout de hasard laissé à l'interprète. Voilà, l'interprète, il joue la partition et il a une marge de manœuvre très réduite, qui est uniquement une marge de manœuvre interprétative, au sens classique du terme. Mais alors Cage est allé plus loin en introduisant l'indétermination dans l'acte interprétatif également. Donc par exemple, dans son concerto pour piano, qui date de 1957, je crois, donc là on est autour des années 50, 1950, la composition, la partition laisse beaucoup plus de liberté à l'interprète. Donc en fait, il y a plusieurs fragments, plusieurs systèmes, et l'interprète choisit au hasard. Il a la liberté dans l'ordonnancement des systèmes ou des motifs musicaux, et même dans la durée de certains motifs qui peuvent se répéter comme ça. Et donc c'est un peu, pour faire écho à ce que disait Héloïse, donc cette indétermination dans l'interprétation, c'est un peu comme si sur une page blanche, vous avez des mots dispersés au hasard, et le lecteur lit dans l'ordre qu'il veut les mots
pour former les phrases qu'ils veulent. Donc peut-être qu'elle pourra, Loïs, tu pourras nous dire après si ça existe, si ça résonne pour toi. Et donc l'indétermination dans la composition, ce serait par exemple un poète qui ouvre au hasard des pages du dictionnaire et qui prend un mot au hasard et qui compose comme ça des phrases, éventuellement avec des contraintes syntaxiques quand même. Mais voilà, donc on a cette analogie qui est intéressante, je pense, pour la discussion. Et je finirai avec Xenakis. Alors Xenakis, c'est un compositeur grec qui est venu en France, qui a enseigné à Paris. Et alors Xenakis, lui, il a une démarche complètement différente du hasard, c'était un scientifique, un mathématicien, et en fait il met en musique, au sens propre du mot, le hasard probabiliste. Donc il a des partitions pour grand orchestre, où chaque instrument joue des notes différentes. Donc il y a des partitions énormes, avec 80 portées par exemple. Et en fait, la distribution des hauteurs sur cet amas sonore, parce que ça fait l'impression d'un cluster, voilà, et ben, c'est une distribution probabiliste, selon les lois probabilistes qu'il a fixées à l'avance. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on a parce que ces lois probabilistes, elles accèdent à une dimension sensible. Voilà. Merci beaucoup Manuel. Je vais laisser tout de suite Héloïse réagir. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur le yiking. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tirage qui se fait à partir de pièces, en fait, et du coup, il y a 64 hexagrammes qui résultent du tirage, et du coup, je ne sais pas exactement comment John Cage a composé, mais est-ce que... d'abord, c'est une question. Donc, il a fait, j'imagine, 64 portions, et en fonction du tirage, il les agence, c'est ça? Alors, je ne sais pas la manière exacte dont il a composé cette œuvre, mais il fait des tirages au sort. Il a déterminé des règles à l'avance, avant ces tirages au sort, et comme ça lui donne ses motifs. Okay. Du coup, les différents motifs, après, j'imagine qu'ils ont été quand même composés dans un certain ensemble, et du coup... je me pose la question. En fait, c'est, par exemple, dans le cadavre exquis, c'était un peu ce que tu disais sur le fait d'une certaine forme de hasard. En fait, il y a un effet du dispositif pour moi hasardeux. C'est que, en fait, par exemple, c'est comme l'effet de l'observateur de l'expérience scientifique, si on veut, qui l'influencerait. Ici, c'est l'acteur de l'expérience hasardeuse. En fait, il se sent observé a posteriori par le groupe. Donc, par exemple, dans le cadavre exquis, ça va motiver en fait un choix particulier d'un certain type de mots. Donc, on est tous là dans un même but qui est de créer un vers poétique. Donc, du coup, on va se mettre dans des dispositions et chercher le mot beau, la belle formule. Donc, du coup, c'est pas vraiment du hasard pour moi. Et c'est un peu la même chose dans cette histoire de yiking, c'est qu'en fait, les motifs ont tous été créés dans un but commun. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un effet du dispositif qui fait que, de toute façon, ils vont s'agencer les uns avec les autres? Donc, est-ce que c'est vraiment hasardeux, finalement? Oui, sachant que, par exemple, pour le concerto pour piano, le pianiste a travaillé tous les motifs, bien sûr. L'orchestre aussi. D'ailleurs, il y a des temporalités différentes pour le pianiste et l'orchestre. C'est intéressant, ça aussi. Donc, il connaît bien tous les motifs en question. Donc après, c'est selon son intuition, sur le moment, éventuellement selon les automatismes qu'il a travaillé aussi. Il a peut-être travaillé certaines transitions. Donc ce n'est pas tout à fait du hasard dans l'interprétation même, mais il y a une grande place quand même, puisqu'il peut se laisser une marge de manœuvre, en tout cas, pendant la création. Je vais juste peut-être proposer également, puisqu'il nous reste un quart d'heure au public, d'intégrer la discussion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un pour passer le micro. Si, génial. Mais alors, est-ce qu'il y a un autre micro? Parfait. Voilà, donc ça y est, maintenant, vous êtes autour de la table, vous êtes projetés de l'autre côté. Voilà. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a une question de monsieur déjà. Et n'hésitez pas à revenir aussi bien sur des aspects artistiques que scientifiques, répondre à la question que Marie vous a posée tout à l'heure, comme vous le souhaitez.
Bonjour, merci pour ces points de vue, très intéressant. J'ai une question pour Madame Brésillon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a du hasard, ne serait-ce que dans les sources d'inspiration pour un roman, par exemple? Non, je ne pense pas. On choisit son sujet. Enfin, le fond philosophique et politique, il est souvent choisi, enfin, consciemment. Et de toute façon, l'inspiration en neurosciences, on sait comment ça fonctionne. C'est un effet, en fait, c'est complètement une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, la créativité, c'est Lionel Nakache qui parle de ça dans son livre Parlez-vous cerveau. En fait, on a une idée qui va germer au premier plan de la conscience. Parce qu'on a envie de dire quelque chose, voilà. Et du coup, tout de suite, on va pas. Enfin, il y a un problème et on va pas trouver la solution au problème immédiatement. Et donc, ça va passer au deuxième plan de la conscience dans dans plein de réseaux neuronaux, dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et en fait, à un moment, ça va ressurgir une fois que le travail sera terminé. Ça va ressurgir au premier plan de la conscience. Et c'est ça qu'on appelle l'inspiration, l'impulsion créatrice, etc. Mais du coup, on a l'impression que c'est du hasard, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a raisonné, qu'on a travaillé, qu'on a réfléchi en amont, sans même qu'on s'en rende compte, en fait. Donc, l'inspiration, c'est vraiment une illusion. Oui, parlez-vous cerveau, exactement. Manuel, rapidement. J'aimerais brièvement nuancer un petit peu ce que tu dis, juste par une citation de Henri Rachimov qui avait fait une conférence le premier jour sur le hasard dans l'amour chez Proust. Et cette citation me plaît beaucoup et je pense qu'elle peut éclairer la question. C'est que dans la création, il y a du hasard, mais ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il y a ce hasard-là. Oui, moi j'aurais une question aussi pour Manuel et Héloïse sur la question de l'improvisation. Parce que du coup, vous avez présenté le rôle du hasard, j'ai l'impression, donc c'est dans le thème de la table ronde, qui est un rôle qui permet de créer des nouvelles choses, ou en tout cas qui est un outil qui permet de créer des nouveaux objets artistiques. Mais j'ai l'impression aussi que dans l'improvisation, en tout cas l'improvisation en tant que performance, le hasard a un rôle aussi simplement de preuve que l'improvisation est bien improvisée. Et souvent, du coup, moi, du coup, par exemple, je viens de l'improvisation théâtrale, on tire des thèmes et parfois les impros ne sont pas forcément distincts, n'ont pas forcément en elles quelque chose de discernable, de quelque chose de décrit à l'avance. Mais ce qui va les discerner, c'est simplement le fait qu'on a tiré au chapeau ou qu'on a en amont, produit une preuve au public que la chose était bien improvisée. Et donc je me demande si ce rôle du hasard, pas en tant que créateur, mais simplement en tant que preuve de spontanéité, est-ce que c'est un autre rôle du hasard dans la création artistique ou pas? Simplement, juste avant les réponses, Louise, Marie et Valentin sont aussi musiciens, donc n'hésitez pas à intervenir aussi au niveau de l'improvisation en musique, par exemple. Louise, qui est pianiste, par exemple. Alors pour moi, l'improvisation, c'est très dur. Comme quelqu'un l'a déjà évoqué, il faut avoir de l'expertise, il faut connaître la théorie pour pas jouer n'importe quoi. Donc ouais, j'ai beaucoup de respect pour l'improvisation et je suis pas, peut-être pas encore, mais pas experte dans l'improvisation. Alors déjà, tu parles de preuve de spontanéité. Cette preuve de spontanéité, elle est aussi, par exemple, dans l'interprétation d'un pianiste qui a travaillé des heures son œuvre. Il y a quand même une marge de manœuvre qui laisse la place à la spontanéité. C'est pour ça qu'on va au concert plutôt que d'écouter chez soi des disques. Voilà, donc dans un certain sens, oui, ce que tu dis est vrai. Mais la spontanéité, elle n'est pas que dans l'improvisation. Et surtout, comme ça a été évoqué hier, le hasard, il n'a pas vraiment à se prouver dans la musique. C'est-à-dire que si on demande à un musicien d'improviser sur la marche turque de Mozart,
si ça se trouve, il avait déjà préparé, ou alors, voilà. Et finalement, s'il refait quelque chose qu'il avait préparé, ça n'enlève rien à la valeur esthétique. Donc c'est plutôt, oui, par rapport à la réception du public, on peut se dire, ah là c'est quelque chose d'inouï qui n'a jamais été entendu. Donc inouï au sens de non, encore oui. Oui, oui, d'une certaine manière, oui. Moi, je trouve ça amusant, en fait, qu'on cherche absolument... Enfin, je trouve qu'en fait, l'improvisation, ça a quelque chose de vraiment très impressionnant pour le public. Mais je ne vois pas fondamentalement une différence si grande, en fait, entre une œuvre préparée et une œuvre spontanée, si on veut, d'improvisation. Parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est énormément de travail, énormément d'acquisition de technique. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé tellement qu'il est capable de le faire un peu sur demande, en fait. Et du coup, je ne vois pas énormément de différence entre, à part pour le public, entre quelque chose qui aurait été extrêmement préparé et quelque chose qui va venir être improvisé. Et je trouve que la différence, oui, elle se fait uniquement, enfin, pas uniquement, parce qu'il y a quand même un petit écart, mais il est beaucoup plus gros dans la tête du public et de la réception que dans la tête du créateur, pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Si, Ludwig? Je ne sais pas si on m'entend. Oui, non, j'avais une question. En fait, je trouvais, par rapport à ce que disait Valentin sur le fait qu'il avait l'impression que finalement le hasard le plus fécond, c'était celui d'une rencontre entre deux chercheurs. Et je me demandais dans quelle mesure, finalement, une manière d'introduire du hasard, mais un hasard qui serait utilisable et qui serait fécond dans la création, c'est pas d'essayer de se dédoubler soi-même, au sens où, évidemment, je pense au rêve et je pensais à l'écriture. Je voulais poser une question, du coup, par rapport à Héloïse, par rapport à ça. Parce que, on sait que l'esprit humain, il est relativement unifié, mais en réalité, il est modulaire. Enfin, il y a plein de dimensions dans l'esprit humain qui sont plus ou moins bien unifiées. Et voilà, typiquement, quand on rêve, on se met à se dédoubler, on a des individus qui nous parlent, c'est nous-mêmes qui sommes en train de produire ça, mais il y a une sorte de désintégration de l'unité de la conscience qui fait qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et je me posais la question, voilà, dans quelle mesure c'était pas intéressant d'essayer d'utiliser cette espèce de modularité de l'esprit, de libérer cette modularité de l'esprit, de manière à finalement discuter avec un autre mathématicien en soi-même ou un autre créateur en soi-même pour produire de la créativité. Et la question que je voulais poser à Héloïse, c'est une question que je me pose depuis longtemps, c'est est-ce que dans l'écriture, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de proche du rêve, au sens où quand on se met à écrire un roman, je présume qu'on n'a pas, moi j'écris pas personnellement, mais on n'a pas fait un plan à l'avance de ce qu'on allait faire tout entier, et est-ce que ça ne nous arrive pas de chevaucher des personnages, de se mettre, de rentrer dans la logique d'un personnage qui est une logique qu'on n'avait pas planifiée au début, mais qui finalement, voilà, libère une dimension un peu de nous-mêmes qui est généralement à laquelle on ne donne pas d'autonomie. Enfin, j'avais entendu une fois Fred Vargas qui disait ça, qui disait qu'en fait, quand elle écrivait, finalement, ces personnages se mettaient à avoir une autonomie. Ça me faisait beaucoup penser au rêve. Et voilà. Enfin, je me demandais si... Enfin, bon, c'est une question. Voilà, j'ai posé plein de questions. Je vous laisse... Merci. Je commence. En fait, je vois l'attrait de parler de ça, justement, d'essayer de splitter un peu, d'essayer de pouvoir se parler à l'intérieur de soi-même entre différentes parties. Dans un certain sens, il y a une part de vrai là-dedans, parce que manifestement, par exemple, on peut voir qu'on fait des maths très différentes, ou quoi que ce soit très différent quand on est dans des états modifiés de conscience. Mais c'est pas la production mathématique qui change en mode ah tiens j'ai pensé à ça ou à autre chose, c'est le fonctionnement même. Quand je parlais des intuitions et le raisonnement n'a rien à voir, et donc on va faire d'autres choses. En revanche, il y a quelque chose qui est primordial, c'est que au moment d'une interaction, donc devant un tableau entre une mathématicienne et un mathématicien, on est en train de réfléchir, il y a des fois où ça prend et des fois où ça prend pas. Donc il y a besoin d'une certaine compatibilité. Et là, il y a une sorte de magie qui opère, donc il y a un hasard dans le fait qu'il y a des rencontres des fois qui sont stériles ou d'autres qui sont polies et des fois où ça s'envole. Et pour qu'il y ait cette compatibilité, il faut qu'il y ait une compatibilité au sens du langage, de la compréhension, qu'il y ait plusieurs choses qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Je parlais de paysages mentaux, il y a un paysage de compréhension mathématique d'un côté, un autre de l'autre. Il faut qu'à l'endroit précis de l'interaction sur le sujet commun,
il y ait un emboîtement de ces choses-là et que ça se comprenne. Là où du coup l'interaction va devenir compliquée sur cette idée de se splitter à l'intérieur de soi, c'est que il faut trouver un terrain d'entente pour parler à un langage commun et être capable que ce que le premier dit soit pertinent, en fait, dans le langage du second. Et ça, c'est vraiment le point essentiel qui fait que ça peut être un exercice intéressant, mais je pense pas que ça ait une capacité productive folle en dehors de l'expérience même qui produira peut-être quelque chose de fou, mais pas forcément au sens mathématique du terme. Louise ? Ça ne serait pas par rapport à cette question-là, peut-être que... Marie, du coup, tu veux peut-être réagir là-dessus ? Ouais. D'accord. Bon, bah, Marie, sur la deuxième question de Ludwig, et après Louise, on fait comme ça ? Merci. Oui, je pense que je pense qu'on sait déjà que la deuxième question, elle va énerver Héloïse. Sur, Elle va pas m'énerver. Non, mais enfin, je veux dire, on sait déjà, moi j'imagine déjà ce que tu vas répondre. Et du coup, là-dessus, je voudrais juste ajouter un petit point, parce que j'ai l'impression qu'on a effleuré une idée avec la question d'Ariles et puis avec toutes les interventions, mais qu'on ne l'a pas vraiment prononcée comme ça. Moi, j'ai l'impression que le hasard, en fait, dans la création, il a une importance marketing. Il a une importance dans les... C'est ce qu'Ariles disait, c'est important pour le public de voir qu'on a tiré quelque chose, mais en fait, il y a du travail derrière. Et c'est pareil, je remets pas du tout en... En fait, je veux pas dire que Fred Vargas est malhonnête quand elle parle du hasard. En fait, j'en sais rien, je la connais pas et je sais pas ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est sexy, entre guillemets, de parler du hasard dans la création, parce que ça attire l'attention des gens. Les gens, ils disent « Ah oui, il y a quelque chose en plus dans l'esprit de cette personne. » Pareil, je pense que quand Grothendieck le dit, il y a un peu cette idée-là. Et donc, je pense que tout ça, ça influence beaucoup nos représentations. En fait, la représentation, l'idée qu'on a de ce qu'est un musicien, de ce qu'est une bonne improvisation, que ce soit en musique ou en théâtre, de ce qu'est un écrivain. Et je pense qu'en fait, c'est une construction dans les histoires qu'on se raconte, mais je crois que tout ce qu'on a dit là, en fait, ça tente à minimiser la part réelle de hasard qu'il y a dans ces processus créatifs-là. Ouais, et Louise, et puis ce sera le mot de la fin parce qu'il est déjà 13h. La question m'a pas du tout énervée. En fait, je trouve ça amusant toujours. Mais, et en plus, c'est sur la question du rêve. Ce qui est marrant, c'est que je fais des rêves lucides. Et du coup, j'ai rencontré un de mes personnages en rêve lucide. Ça m'a rien apporté du tout à ma création. Du tout. Ça m'a juste perturbée. Et du coup, sur la question du personnage, je remets pas du tout en question ce que dit Fred Vargas, évidemment, mais en fait, moi déjà, personnellement, d'expérience, le personnage, c'est la chose que je prépare, je pense, le plus dans mes histoires. Je fais des fiches personnages avec des trucs très chiants, genre toute l'histoire du personnage depuis sa naissance jusqu'au moment du début de l'histoire, sa personnalité, son système de valeurs. Je leur crée des quêtes, en fait, pour créer un bon personnage. C'est des techniques de scénariste, et en fait, c'est assez amusant parce que on trouve ça très normal pour quelqu'un qui fait du cinéma, de préparer ses personnages, de préparer ses scènes, d'écrire chaque truc à l'avance, mais je sais pas pourquoi il résiste ce mythe chez l'écrivain que... D'ailleurs, même en master de création littéraire, on ne nous enseigne pas de scénario. Moi, ce que je trouve aberrant, parce qu'en fait, écrire une histoire, ça reste un scénario, quoi. Et c'est super important, c'est comme ça qu'on tient le lecteur en haleine. Et donc sur le personnage... Je crée des quêtes, je crée une quête concrète, quel est le but concret du personnage, où est-ce qu'il veut aller. Et je crée une quête intime, qui est la quête, la résolution psychologique un peu du personnage. Et parfois, ça rentre en contradiction et ça crée différents types de personnages. C'est un peu de la chimie psychologique. C'était l'avant-dernier mot de la fin, parce que je voudrais que Louise parle également.
Ouais, par rapport le hasard dans l'art, dans le théâtre, dans la musique, c'est vrai que le hasard en soi, ça peut être aussi, on pourrait aussi dire surprise. Donc ce soir, c'est un concert surprise, on ne sait pas. Au lieu de dire ah c'est Beethoven numéro 5, tout le monde l'a déjà entendu, mais cette fois-ci c'est peut-être un autre musicien qui va le jouer, mais au final c'est peut-être pas une si grande surprise. Donc j'aimerais bien poser une question finale à Manuel. Pourquoi, enfin, pour moi personnellement, peut-être aussi pour d'autres personnes, pour la musique, quand c'est la musique sérielle, c'est bien de l'écouter 2 minutes, 5 minutes, mais j'irais plutôt à un autre concert où il y a plus d'harmonie. Et je me demande pourquoi, est-ce qu'on n'est pas prêt à écouter tant de surprises d'un coup ou, voilà. Bon, la réponse, elle est assez simple, c'est parce que dans la musique sérielle, on n'a pas nos repères. Alors c'est en partie parce que par sa construction même, elle vise justement, comme je l'ai dit, à détruire les attentes et les surprises, donc on n'a plus de repères. Et peut-être en partie parce qu'on n'est pas assez familier de cette musique. Mais bon, je pense que c'est tout naturel que les compositeurs, après ce qu'on appelle le sérialisme intégral, donc c'était après le sérialisme intégral où tous les paramètres de la musique étaient sériés en quelque sorte, on était dans une impasse et les compositeurs ont voulu chercher autre chose, comme ce dont je vous ai parlé ici. Donc c'est normal de vouloir avoir des repères quand on est face à quelque chose, que ce soit une musique ou un texte, ou pour les mathématiciens aussi, ils ont besoin de connaître leur langage, d'avoir des repères, d'avoir des automatismes. Et quand on est face à un objet avec lequel notre interaction ne peut être que hasardeuse, finalement, ça ne nous parle pas. Il n'y a pas de dimension, que ce soit sensible, que ce soit esthétique, même dans les mathématiques ou en art, je pense. Donc le hasard a toute sa place dans la création. Bon, mais ce n'est pas n'importe quel hasard. Donc c'est encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense, qui résume bien. Je ne sais pas si c'est le dernier mot ou pas. Voilà, si c'était malheureusement le mot de la fin. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. J'espère que cela vous aura éclairé sur la question du hasard dans la création scientifique et artistique. Et je vous propose de remercier à nouveau tous nos intervenants, Valentin, Manuel, Marie, Héloïse et Louise. Et à cet après-midi.